Et donc, bienvenue à ce Café Tech avec la French PropTech, PACA et Bercail. Je laisse Raphaël Pérez continuer. Oui, donc merci d'avoir délocalisé pour une édition le Café Tech qui se passe généralement à la Cité Fab. Donc aujourd'hui à l'ESPI pour nos apprenants de bachelor 2e année et de master 2. Donc vous allez voir aujourd'hui un pitch d'une entreprise, donc l'entreprise Bercail. Merci d'avoir accepté aussi de venir à ce Café Tech ici à l'ESPI et merci de ce partenariat entre la French PropTech PACA et l'ESPI. Bonjour à vous, donc moi je m'appelle Samuel de Saint-Laurent, je suis l'ambassadeur de la French PropTech avec Frédéric Lorjou qui est ici. Donc nous sommes tous les deux co-ambassadeurs. Chaque mois, nous faisons un Café Tech. Le deuxième jeudi de chaque mois, nous faisons un Café Tech chez Cité Fab. On l'a à la demande de l'ESPI délocalisé chez vous. Donc la French PropTech, pour ceux qui ne savent pas, c'est une association qui fédère la property, la technologie dans la property, dans l'immobilier. Donc tout ce qui est digital dans l'immobilier. Donc c'est améliorer l'usage de la vie de l'usager dans un bureau, dans une maison, ça peut être dans une usine. Et parallèlement, permettre, à travers d'outils digitaux, de faire des économies d'énergie. Donc c'est un débat très d'actualité. Donc aujourd'hui, on accueille Comment, qui a changé de nom, qui s'appelle Bercail. Donc vous allez voir, c'est changement de nom. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc on a Victor qui est ici et Florentin. Merci à vous, les gars. Allez-y, pitchez. Donc tiens, je te donne le micro. Merci à vous d'être là. Merci. Merci à vous tous pour votre présence. On voit qu'elle est nombreuse. Je ne sais pas si c'est notre notoriété ou l'invitation qui fait ça, mais en tout cas, merci à vous pour votre présence. Puisqu'on est dans les remerciements, merci à French PropTech de nous permettre de pitcher devant tous ces étudiants, de nous accueillir ici, de nous mettre en avant, et merci aussi à l'ESPI pour l'accueil. C'est un plaisir pour nous d'être là. Donc de mon côté, je m'appelle Victor, je suis le fondateur de Bercail. Mon métier aujourd'hui dans l'entreprise, il est un peu complexe. Je suis CIFSOO, ce qui veut dire que je m'occupe de faire en sorte que notre comptable soit content, que notre banquier soit content et que nos clients soient contents. Ça, c'est mon métier de l'entreprise. Auparavant, j'ai travaillé dans la promotion immobilière. J'ai fait 6 ans chez Bouygues Immobilier. Et puis, quand mon expérience personnelle m'a emmené sur le chemin de la rénovation, je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à faire dans ce secteur d'activité. Et on va vous en parler un peu plus par la suite. De mon côté, Florentin, je suis CMCHPO. C'est des acronymes un peu barbares qu'on a inventés juste pour l'occasion. C'est juste pour vous dire que je m'occupe du marketing, du parcours client et du produit chez Bercail. On fait beaucoup de choses, nos acronymes sont barbares, mais on n'est pas que 2, on est aussi 4. On a 2 alternants qui nous aident au quotidien. Et moi, je fais du marketing tout terrain. Pourquoi marketing tout terrain? Parce que j'ai commencé le marketing dans le monde des jeux vidéo, j'ai fait les cosmétiques, j'ai fait les spiritueux. J'ai fait l'automobile, bien évidemment je ne faisais pas tout en même temps, j'ai une éthique, je ne vendais pas des Citroën et du Ricard en même temps. Et parce que j'ai une éthique, après je suis parti travailler dans la santé pour me racheter quelques points de karma. Et aujourd'hui je fais du marketing dans le monde de l'immobilier, du bâtiment et de l'architecture avec Bercail. Avec Victor, aujourd'hui on est venu pour vous partager un constat, celui que plus personne n'achète dans le neuf, et bientôt plus personne ne va acheter dans l'ancien. Si on vous dit ça, je vous rassure pas pour vous dire de changer d'études. On a choisi une approche qui est un poil alarmiste, déjà pour capter votre attention, et aussi pour souligner le fait que, en effet, le marché du neuf est en crise, mais potentiellement le marché de l'ancien pourrait devenir en crise si l'expérience de travaux de rénovation continuait à se dégrader. Vous êtes peut-être un peu jeune, mais peut-être vos parents. En tout cas, nous, on se rend compte souvent, on a tous autour de nous des gens qui ont vécu un calvaire dans leurs travaux parce que entre le projet qu'ils avaient fait et le projet abouti, il y a une grande différence parce que l'entrepreneur qui devait faire les travaux est parti avec la moitié de la compte versée, etc., etc. Et on se rend compte de manière globale que le particulier s'investit énormément dans un projet, s'investit émotionnellement. C'est un projet de vie de famille. On va habiter dans un nouveau logement avec nos enfants, avec notre femme, avec notre mari. C'est un projet donc lourd émotionnel et c'est aussi un projet lourd financier parce que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Souvent, la rénovation, c'est corrélé à l'achat d'un bien immobilier, donc c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Et tout ce qu'on donne, eh ben, on n'a pas le sentiment de recevoir assez en échange. Pourquoi? Parce que l'expérience travaux de rénovation, actuellement, elle n'est pas au niveau. Rénover, c'est long, c'est risqué. Je vous parlais du risque de faillite de certains clients. C'est compliqué. Tout ça fait qu'aujourd'hui, l'expérience n'est pas au niveau. Et il y a 3 raisons principales qui expliquent que l'expérience n'est pas au niveau. La première, c'est qu'on est face à une offre pléthorique et peu lisible. C'est-à-dire, si demain vous voulez faire les travaux de rénovation, vous allez vous demander est-ce que je dois m'adresser à un architecte d'intérieur, peut-être décorateur d'intérieur, est-ce que je vais aller voir une entreprise de travaux généraux, est-ce que je vais voir des artisans spécialistes, est-ce que je vais voir un bureau d'études, un diagnostiqueur, etc. Est-ce que je vais aller voir mon syndic? Ça vous concerne pas mal. Et une fois qu'on a su à qui on doit s'adresser, démarre la grande comparaison. Ok, donc je vais partir avec un architecte d'intérieur, avec celui-ci ou celui-ci. C'est très compliqué si on n'a pas de recommandation, si on n'a pas de connaissances, et donc c'est un marché vraiment qui est difficile à aborder. Le deuxième problème, c'est qu'on est face à une industrie que j'appelle traditionnelle. Vous êtes tous jeunes, le digital forcément ça vous parle. Le bâtiment est une des rares industries encore aujourd'hui qui n'a pas encore fait sa révolution numérique, et donc qui est très loin des standards et qu'on va dire qu'il est peut-être en décalage avec la société actuelle sur la partie digitale. Et enfin, le dernier point, c'est une industrie qui, comme le pour elle, travaille en flux tendu. La demande est plus forte que l'offre. Ils n'ont pas besoin vraiment de chercher du travail, ils en trouvent. Ils n'ont pas besoin vraiment de fidéliser, parce qu'une fois qu'on a fait les travaux, on ne va pas refaire les travaux de rénovation avant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Tout ça fait que c'est une entreprise, c'est une industrie qui n'a pas vraiment la culture de l'expérience client. C'est une industrie qui a la culture du devis plus que de la culture client. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut combattre. À votre avis, si on fait juste une petite pause, sur 100 personnes, combien sont déçus de leurs travaux de rénovation? Est-ce que quelqu'un se risque à un résultat? 50. 50 80. Par rapport aux travaux eux-mêmes ou sur les travaux? Sur l'expérience travaux générale, du moment où tu as voulu acheter des travaux de rénovation pour chez toi, et après tu vis dedans, combien sont déçus? Bon, ils sont encore plus alarmistes que nous. Ouais. 40% des Français sont insatisfaits de leurs travaux de rénovation. Donc ça veut dire que, mettez-vous dans le contexte où vous achetez un appartement, je sais pas, 200, 300 000 euros, vous mettez 50 ou 100 000 euros de travaux, ce qui vous fait une enveloppe finale à 400 000, vous êtes parti pour habiter dedans pour entre 5 et 10 ans, bah, vous avez 4 chances sur 10 d'être déçu tous les jours, quoi, de ce que vous avez fait. Et nous, partant de ce constat avec Florentin, on s'est dit, mais en fait, c'est immense comme taux d'insatisfaction par rapport à l'investissement consenti en face. Quand on va acheter une voiture, en général, à moins d'un problème quelque part, il y a peut-être 5-10% d'insatisfaction, quoi. Là, vous achetez les travaux, vous mettez des montants qui sont encore plus importants que pour la voiture, et vous avez 40% de chance d'être déçu. Alors, désolé, on n'est pas aux 80% que vous aviez anticipé, mais 40, c'est quand même déjà plutôt pas mal. Ce qui nous amène à notre problématique, ce qui nous anime chez Bercail, c'est finalement comment réenchanter l'expérience client. L'expérience client, si on s'arrête là-dessus, c'est finalement l'opinion que va avoir un consommateur sur votre marque suite aux différentes interactions qu'il aura avant, pendant et après l'acte d'achat. Donc, réenchanter l'expérience client, c'est comment j'apporte de la valeur tout au long du parcours de rénovation. Du premier devis que je vais envoyer jusqu'à la fin de l'assurance décennale. Et pour faire ça, on a une solution simple qui tient en 2 grandes parties. On veut simplifier et décarboner l'expérience travaux de rénovation. Je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière tout ça. Simplifier, c'est dire comment rendre quelque chose de complexe par essence plus simple. Par complexe, j'entends l'incertitude liée au délai, l'incertitude liée au paiement, l'incertitude liée à la qualité de finition, tous les documents et les interlocuteurs auxquels on va être confronté. Mais également l'énergie et le temps que ça va consommer dans un couple, dans une famille.
Simplifier, finalement, c'est rassurer sur la complexité perçue du projet. Simplifier, c'est redonner de la confiance. C'est réenchanter par le rationnel. Le rationnel. C'était compliqué, ça devient simple. De l'autre côté, on veut décarboner l'expérience travaux de rénovation. Par décarboner, on entend comment rendre un projet, un acte de consommation qui est fortement émetteur de CO2, moins nocif pour la planète. Est-ce que vous sauriez me dire combien de kilos de CO2 sont émis par mètre carré lorsqu'on rénove son appartement? Allez-y, mouillez-vous. Il me faut au moins un chiffre. J'ai 30 kilos à ma gauche. Qui dit mieux? 100. Qui dit mieux? On considère en France qu'une rénovation, c'est 850 kg de CO2 émis par mètre carré. Si on prend un appartement de 100 mètres carrés, le rénover, c'est émettre 85 tonnes de CO2. Et comme 85 tonnes de CO2, ça parle à personne, si je vous donne une équivalence, c'est comme si on avait pris notre voiture, on était tous montés dedans et qu'on avait parcouru 440 000 km. C'est-à-dire 11 fois le tour de la Terre. Donc décarboner, c'est réenchanter par l'émotionnel, c'est redonner du sens. C'est un projet de famille, ça devient un projet de société. Comment je lutte contre le réchauffement climatique? Pour répondre à cette ambition, cette double ambition de simplification et de décarbonation, on a identifié 6 leviers qu'on va vous présenter avec Victor. Le premier levier, et Samuel en a parlé, on s'appelait comment, on était bleu et un peu marron. En fait, on a tout changé, on avait besoin d'incarnation. Donc ce premier levier, cette incarnation, c'est poser les fondations, le premier parpaing de notre projet, pour incarner cette nouvelle expérience de rénovation. Je vous disais tout à l'heure que réenchanter l'expérience de rénovation, c'est apporter de la valeur. Et bien, il y a deux types de valeurs qu'on peut apporter. Alors désolé, je fais mon prof de marketing. Mais il y a la valeur réelle et la valeur perçue. Si je vous donne un exemple, peut-être certains d'entre vous ont acheté le dernier iPhone. La valeur réelle, c'est que grâce au dernier iPhone, je peux enfin brancher tous les chargeurs sur mon téléphone. Voilà, ça c'est un bénéfice produit que vous apporte le dernier iPhone. La valeur perçue, c'est j'ai acheté le dernier iPhone de la marque Apple, donc je me sens plus cool, donc j'ai l'air d'appartenir à la catégorie des early adopters tech, etc. Valeur perçue. Valeur réelle, bénéfice produit, valeur perçue, image de marque. Et bien nous, de la même manière, il faut qu'on crée une image de marque, donc qu'on crée de la valeur perçue, et non ce qu'on voulait avec Berkay et toute l'identité visuelle qu'on a créée, c'est créer une image qui véhicule le renouveau, le design, la simplicité. C'est passé par un nouveau nom, Berkay, c'est passé par une nouvelle identité, c'est passé par un nouveau site. Notre objectif étant de casser les codes du monde du bâtiment et de l'architecture. Le bâtiment, c'est vieillot, un peu viril, parfois très sombre, un peu clair, enfin sombre plutôt, et à l'inverse, l'architecture, c'est très froid, blanc et noir, sophistiqué. Nous, on voulait surtout ressembler à une start-up. Tant pis si on n'a pas les codes du bâtiment, tant pis si on n'a pas les codes de l'architecture, tant pis si on n'a pas les codes de l'immobilier. On veut ressembler à une start-up parce qu'on veut montrer ce côté renouveau. Mais comme on appartient à un monde, on s'est permis quand même quelques codes parce qu'on va remettre de la matière, alors vous ne voyez pas très bien, mais on a un jeu de grains, on a des coulures, on a un jeu de pictos dessinés qui rappelle un peu l'architecture. On vient remettre des codifiants très légers pour dire on est nouveau, on est moderne, mais on appartient quand même à votre monde. Et à côté de ça, on est parti sur une communication assez décalée. Alors là, vous en avez fait quelques exemples. Mais on a une tonalité où on se permet un pas de côté. Pourquoi? Parce que c'est un monde, celui du bâtiment, qui est extrêmement sérieux. Et la vie est trop courte pour se prendre au sérieux, de 1. Et de 2, on avait un boulevard pour prendre cette
cette incarnation-là, avec le côté un peu décalé, qui est rafraîchissant. Donc une fois qu'on incarne notre promesse de marque, il va nous falloir proposer une organisation, et c'est ce que Victor va vous détailler. Donc, sur la partie organisation, moi, je vous l'ai dit, je viens du monde de la promotion immobilière, donc du monde de la gestion plutôt de projets plus importants. Moi, ce que j'ai surtout retenu de mon expérience en tant que promoteur immobilier quand j'ai travaillé chez Bouygues, c'est de se dire, en fait, vous avez un seul interlocuteur dans votre acte d'acheter un logement neuf. Toutes les entreprises qui bossent sur le chantier, maître d'œuvre, architecte, bureau d'études, etc., c'est pas votre problème. Vous achetez une prestation à un promoteur qui s'engage sur un délai, sur un descriptif, sur un cahier des charges, et qui fait en sorte de vous livrer en temps et en heure. Plus ou moins bien, mais en tout cas, il s'engage dessus. Nous, du coup, pour dupliquer ce modèle au monde de la rénovation, on travaille en tant que contractant général. Donc de la même manière, on est le seul interlocuteur tout au long du projet de rénovation, de la conception jusqu'à la livraison pour nos clients. S'il y a besoin de faire intervenir un architecte, on fait intervenir un architecte. S'il y a besoin d'intervenir un décorateur ou un maître d'œuvre en fonction du besoin, on fait intervenir les bonnes personnes au bon moment. Tout l'enjeu de notre organisation et tout l'enjeu d'un projet immobilier qui fonctionne bien, un projet immobilier, c'est une multitude d'acteurs. En fait, il faut faire travailler les bons acteurs au bon moment. Et très souvent, ce marché, en fait, il réfléchit à l'envers. C'est-à-dire que moi, je me retrouve à aller visiter des appartements pour des gens qui me disent, qui m'appellent pour des travaux. Et une fois que je suis dans l'appartement, ils me disent, en fait, qu'est-ce que vous en pensez de l'appartement ? Je dis, mais je suis pas conseiller immobilier. Enfin, moi, je suis venu pour vous faire un conseil sur les travaux. Je vais vous donner mon avis sur les travaux, mais en amont, sur la partie immobilière, je suis pas la bonne personne. Et c'est vrai que ce marché-là, il a tendance à interroger les mauvaises personnes au mauvais moment. Nous, par notre manière de travailler, par notre discipline en termes de process, on fait en sorte que les bonnes personnes interviennent au bon moment. Et c'est pour ça qu'on travaille en contractant général. Ensuite, on vient donc remettre de la méthode dans le process, donc dans les projets. Donc la méthode, elle commence au début sur la partie commercialisation. Aujourd'hui, quand on veut acheter des travaux, c'est absolument pas clair quels peuvent être les prix, quels sont les prix pratiqués, qu'est-ce que j'achète finalement quand j'achète des travaux. Nous, on propose des offres commerciales qui sont claires, avec un contour de prestation qui soit le plus défini et le plus clair possible pour le client. De telle sorte à ce que quand il achète chez nous, on évite l'écueil de se dire, en fait, ouais, je vous ai acheté ça, mais est-ce que vous pouvez faire ça en plus, est-ce que vous pouvez faire ça en plus, etc. Voilà. Nous, on clarifie ça à travers des offres commerciales qui sont claires et qui sont simples à acheter. Comme ça, le client sait ce qu'il a acheté et sait aussi ce qu'il n'achète pas. Et on intervient aussi, donc, comme je vous le disais, avec une méthode et une pratique qu'on applique sur des grands projets avec le bon interlocuteur, au bon moment, avec les bonnes compétences, au bon endroit. Partie digitalisation. On s'est parlé de méthode, on s'est parlé d'organisation. Une manière de mettre du process et de faciliter les choses, c'est remettre du digital. La digitalisation, c'est ici un jeu d'équilibre, parce que comme on s'est dit, on est face à un public, une industrie très traditionnelle. Et on ne peut pas faire la révolution d'un coup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un artisan qui répond sur WhatsApp, c'est déjà bravo, c'est déjà un grand pas de gagné. Donc il faut y aller doucement. Donc nous, tout notre enjeu, c'est apporter la juste dose de digital pour optimiser l'expérience client sans la déshumaniser. Pour faire ça, on s'est dit que digitaliser, l'objectif de la digitalisation chez nous, c'est simplifier. Je l'ai dit, on veut simplifier l'expérience client. Donc on va digitaliser et simplifier les tâches à faible valeur ajoutée. Là où l'humain n'apporte pas grand-chose, on va l'automatiser et le digital. On va digitaliser et simplifier les tâches chronophages. Faire un devis pour un appartement de 100 mètres carrés où il faut tout casser pour refaire, ça prend extrêmement chronophage, ça prend énormément de temps. Et donc, ça, il faut qu'on soit capable d'avoir un outil qui nous aide à accélérer cette partie-là. Digitaliser, c'est simplifier l'accès à l'information pour qu'un chantier, un projet où il y a énormément d'interlocuteurs différents, les clients, les artisans, le maître d'œuvre, l'architecte, etc., fonctionne, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. La digitalisation nous permet de faire circuler l'information et de donner la bonne information au bon moment, aux bonnes personnes. Si on traduit tout ce que je viens de vous dire en architecture tech, extrêmement simplifié pour l'occasion évidemment, ça nous donne ça. Au centre, toujours le client, ici il faut réenchanter l'expérience client, donc mettre le client au centre.
un espace en ligne où il est capable de voir à 360 tout ce qui se passe sur son projet. Il a tous les documents, les plans, le devis, il a tous les comptes rendus de chantier, et hebdomadairement, il a toutes les photos de l'avancée de son chantier, on réfléchit même à mettre des caméras en streaming live là-dessus. Il a évidemment le planning de son chantier, il a les levées de réserve, etc., etc. Bref, un espace où il peut accéder à l'information dont il a besoin quand il veut. Une fois qu'on a réfléchi à l'expérience client, on va réfléchir à tout ce qui va nous permettre à nous, les maîtres d'œuvre et les artisans qui vont intervenir sur les travaux, comment gagner du temps. Comment gagner du temps en créant des devis de manière beaucoup plus rapide via un outil digital. Comment gagner du temps en faisant signer et payer en ligne. Et pour le paiement, on se parle de grosses sommes, donc c'est important d'avoir un outil sécurisé pour faciliter la tâche de paiement. Comment avoir un outil de suivi de chantier. Tout à l'heure, je vous parlais de la circulation d'informations. Moi, je ne viens pas du monde du bâtiment. La première fois où je suis arrivé sur un chantier, on faisait nos remarques au plaquiste. Pendant une demi-heure, on a fait les remarques. Il n'a rien noté. De temps en temps, il faisait un petit trait sur un mur où il y avait déjà 14 traits. Et à la fin, il était censé comprendre tout ce qu'on lui avait dit, l'ingérer, et derrière le refaire dans les semaines d'avenir. C'est impossible. Donc, on travaille sur un outil qui va permettre, via une tablette, de pouvoir tout noter sur le plan directement, les informations, attribuer des tâches aux différentes personnes, etc. Et que ça soit tout envoyé sur le WhatsApp, parce qu'encore une fois, le WhatsApp c'est compliqué avec l'artisan, les informations du compte rendu de chantier. Et derrière, parce que simplifier, je vous l'ai dit, c'est une expérience qui commence au premier devis qui se termine à la fin de la séance décennale, c'est aussi faire en sorte que quand on ait fini le chantier, on leur remette un carnet d'entretien en ligne, de la même manière qu'on a un carnet d'entretien de sa voiture, où on va leur dire, Coco, la peinture qu'on a utilisée en blanc, c'est telle référence si tu as besoin de reprendre. Pour nettoyer ta VMC, il faut faire comme ça, comme ça, de manière à ce que l'expérience elle soit simplifiée tout au long du parcours client. Digitaliser, c'est apporter une forme de service, et le service, c'est simplifier en faisant plus. Simplifier, c'est en faire plus que ce que le client attend. On pourrait appeler ça surdélivrer. Je vais vous donner des exemples. Simplifier, c'est en faire plus en lui proposant 3 propositions d'aménagement au lieu de 2 annoncées dans le contrat. On vous propose de réaménager votre cuisine comme ça, et on a une petite proposition bonus qui est la 3e. Simplifier par le service, c'est lui proposer l'ameublement de son bien parce qu'il rénove pour faire l'investissement locatif et qu'il a besoin de mettre rapidement son bien sur le marché pour avoir un retour sur investissement. On gère l'ameublement, on fait venir les meubles, on les monte, on les agence, il s'occupe de rien. Simplifier par le service, c'est lui livrer un bien avec déjà du PQ, des serviettes, des éponges, bref, tout ce qui pourrait être basique pour commencer à vivre dans un appartement, pas se retrouver démuni avec cet appartement et pouvoir rien y faire. Simplifier par le service, c'est lui proposer une journée de bricolage une fois que les travaux sont terminés pour aller monter les étagères, attacher les luminaires, etc. Bref. Simplifier par le service, c'est en faire plus pour, encore une fois, apporter de la valeur là où le client s'y attend pas forcément. Et enfin, on vous a parlé beaucoup de simplifier jusqu'à présent, mais on vous avait annoncé simplifier et décarboner. Du coup, Victor va vous expliquer comment on imagine la décarbonation des projets de rénovation. Sur la partie décarbonation, il faut avoir en tête que le secteur du bâtiment, c'est 40% de la consommation énergétique en France et 1/4 des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du pays. Donc c'est un des secteurs d'activité le plus polluant. Et ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est une stat qui est très importante parce qu'on parle énormément de rénovation énergétique des logements par rapport à leur consommation, etc. Mais les matériaux qu'on utilise sur un chantier, c'est 60% des émissions de gaz à effet de serre du chantier. Donc il y a un travail à faire sur les matériaux en plus que simplement de la rénovation énergétique. Et nous, cet aspect rénovation énergétique, on y va, mais on réfléchit surtout aux matériaux qu'on utilise. Et sur ça, il y a plusieurs points. Il y a en amont, quand on dessine des projets, on peut réfléchir sur la partie architecturale pour détruire moins de matière, ce qui fait qu'on génère moins de déchets.
On peut réfléchir aux matériaux qu'on a sur place. Il y a des diagnostics ressources, de se dire quels sont les matériaux qu'on a, comment on peut les réutiliser, ou si on ne peut pas les réutiliser, à qui est-ce qu'ils peuvent servir. C'est ce qu'on appelle le réemploi, c'est réutiliser des matériaux existants. Ensuite, sur la partie déchets, on s'assure que tous nos déchets vont bien dans les bonnes filières et les filières qui exploitent le mieux possible ces gisements de déchets. Et enfin, quand on met en œuvre des matériaux, on a deux solutions. Soit on part sur le réemploi, comme je vous l'ai dit au début, en proposant aux clients des solutions de matériaux de réemploi qui pourraient intéresser son chantier. On l'a déjà fait par exemple sur de l'investissement locatif. On a déconstruit des parquets dans des appartements qu'on peut remettre dans d'autres appartements parce qu'ils sont en bon état et simplement que le client du premier appartement voulait autre chose pour chez lui. Donc ça, c'est des choses qu'on met en œuvre. Et sur des produits qui sont neufs, nous on s'attelle à connaître les chaînes de production des différents matériaux pour connaître leur impact et pour utiliser les matériaux qui soient le moins impactants possible pour l'environnement. Et tout ça, notre idée générale, notre mission, c'est de permettre au marché en fait, de grandir sur ces aspects-là. Donc ce qu'on fait, c'est que toutes les solutions qu'on arrive à mettre en œuvre de manière assez industrielle, eh ben, on met ça à disposition en open source, de telle sorte à ce que toutes les entreprises du marché en bénéficient et que ce marché-là, de manière générale, évolue positivement sur cette notion d'impact. Ensuite, je vais vous parler sans grande transition, de notre ambition. Nous, notre ambition avec Bercail, en fait, c'est de répondre à tous les besoins de rénovation des particuliers. On cible spécifiquement les particuliers. Et ça, il y a plusieurs cibles. Il y a des particuliers qui achètent pour de la résidence principale ou de la résidence secondaire, donc qui vont l'occuper une majorité du temps. Il y a des particuliers qui gèrent aussi, qui font des achats pour de l'investissement locatif. C'est aussi une de nos cibles. Et ensuite, on agit aussi sur la partie rénovation énergétique. Ça, c'est les trois raisons d'achat aujourd'hui sur des sujets d'appartements et de maisons. Donc notre ambition, voilà, c'est de répondre à tous ces besoins de particuliers et on a la volonté de le faire partout en France, voire pourquoi pas plus loin, parce que ce besoin, il existe certes en France, et on vous parle du marché français depuis le début. En fait, à l'étranger, globalement, ça se passe plutôt pareil. Pour avoir des proches qui sont à l'étranger, ils ont aussi des expériences travaux un peu bizarres. Et comme l'a dit Florentin, notre volonté et notre ambition, au-delà des travaux sur lesquels on est en ce moment, c'est d'élargir la chaîne de valeur, toujours dans la volonté de simplifier l'expérience des personnes qui font l'acquisition d'un logement. Je vous le disais tout à l'heure, quand je vais voir un logement, on me pose des questions sur des sujets qui n'ont rien à voir avec notre métier. Demain, en fait, il faudrait peut-être que ça devienne notre métier. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien élargir notre activité le plus en amont possible, à partir du moment où on fait de la recherche immobilière, jusqu'à derrière, quand la personne habite son logement. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à l'ESPI, parce que immobilier et bâtiment sont des domaines d'activité qui sont hyper liés et hyper connectés l'un à l'autre, et qui peuvent difficilement fonctionner l'un sans l'autre. Et on le voit aujourd'hui dans le bâtiment, la crise que traverse l'immobilier, la hausse des taux, etc., qui font qu'il y a moins de transactions, fait que derrière, dans le bâtiment, les artisans, les entreprises le ressentent. Il y a déjà des agences immobilières qui commencent à nous contacter en disant « Voilà, c'est compliqué le métier d'agent immobilier en ce moment, vous ne voulez pas qu'on travaille ensemble, vous faites des travaux et on imagine quelque chose ouais. ». Ça, c'est rigolo. Donc il y a des vraies synergies entre les deux métiers et du coup, voilà, il y a peut-être des vocations qui vont se révéler dans la salle suite à notre présentation. Je te laisse la parole. On vous a expliqué comment on voulait simplifier et décarboner. Tout ça, on l'a dit, on est 2 aujourd'hui, mais en fait on est 4. Et surtout, on a des gens qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. La French PropTech, pour ne pas les nommer, qui sont dans la salle. Merci encore Samuel et Frédéric. L'association Ready Viva, dont on ne vous a pas parlé, mais c'est une association qui cherche à démocratiser le réemploi, c'est-à-dire réutiliser des matériaux pour leur même fonctionnalité d'une maison, d'un appartement sur un autre appartement dans le bâtiment. C'est extrêmement important parce que le réemploi, c'est émetteur de 0 gaz à effet de serre. Cité Fab, qui aurait dû être le lieu d'accueil de ce Café Tech, qui est le coworking spécialisé dans l'immobilier et l'architecture de bâtiment dans lequel nous travaillons. Et enfin, des partenaires qui nous ont aidés à financer le début de Bercail. Eux nous soutiennent, mais peut-être que vous aussi pouvez nous soutenir. Si vous aimez l'architecture, les travaux, les blagues et les parfums, je vous invite à aller sur Instagram ou sur LinkedIn pour nous suivre. On n'est pas toujours drôle, mais on essaie. On essaye. Voilà, pour conclure, en 2 mots, Bercail, notre ambition, c'est de faire croiser 2 courbes. La courbe de la satisfaction client par la simplification de l'expérience
qui doit monter et la courbe de l'impact carbone des travaux via la décarbonation des projets de rénovation qui doit descendre. Une fois qu'on aura fait croiser ces deux courbes, on aura tout gagné. On a conscience que pour faire tout ça, il y a du parpaing sur la planche, mais c'est ce qui fait la beauté de notre aventure. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.